Au Moyen-Âge, il ne suffit pas d'écrire un nom en bas d'un parchemin pour qu'une paix soit faite. Il faut une cérémonie publique, que l'on voie les gestes et que l'on entende les mots qui forgent la paix. C'est justement ce qui a lieu ce 4 mars 1354 à Paris, dans la grande chambre du Parlement du Palais de la Cité. À gauche, Charles II le Mauvais, roi de Navarre et comte d'Évreux, très titré donc, qui vient demander solennellement pardon à Jean de Lebon, roi de France, en majesté sur son trône, à droite. Qu'a-t-il à se faire pardonner ? Eh bien, tout simplement d'avoir assassiné 2 mois auparavant, le 8 janvier 1354, le favori du roi, Charles de la Cerda, dit Charles d'Espagne, qui était aussi le connétable de France. Rien que ça. Les reines Jeanne d'Évreux, la tante du coupable, et Blanche de Navarre, sa sœur au premier plan, intercèdent pour lui, ainsi que sa femme Jeanne, qui est aussi la fille aînée du roi Jean II. Cette peinture historique du musée du château de Versailles, commandée par le roi Louis-Philippe en 1834 et peinte par Méry-Joseph Blondel, a aussi et surtout un but politique. Il s'agit de rappeler aux grandes maisons aristocratiques leur devoir d'allégeance au roi, 4 ans seulement après l'arrivée sur le trône du premier des Bourbons-Orléans. Bien pratique, mais ceci est une autre histoire. Voilà pour l'image d'Épinal. Mais allons voir d'un peu plus près la réalité qui se cache derrière cette prétendue soumission de Charles de Navarre. Pour commencer, avant de venir à Paris, le roi de Navarre avait exigé que l'on livre en otage le jeune prince Louis, futur Louis d'Anjou, second fils du roi. Fallait oser. Charles de Navarre se présenta donc au palais. Dans la grande chambre du Parlement, le roi était assis dans son siège et de part et d'autre, les pairs de France, les gens du Parlement, ceux du Conseil, un véritable lit de justice. À côté de lui, le jeune dauphin Charles, dans l'ombre, observe sagement cet événement historique. Le roi de Navarre s'avança et, en présence de tous, demanda pardon au roi dans des termes plutôt surprenants. Jugez par vous-même le récit précis qu'en fait Jean Froissart. Je cite. « Il avait eu bonne et juste cause de faire ce qu'il avait fait. Et cette cause, il était prêt à la déclarer au roi. Cependant, il jurait qu'il n'avait voulu en rien offenser le roi et qu'il ne voulait pour rien au monde, je cite, « être en l'indignation du roi. » Une sorte de « je m'excuse mais j'avais raison, faut pas vous vexer ». On est donc bien loin d'une soumission. Ensuite, le roi ordonna au nouveau connétable Jacques de Bourbon de conduire Charles de Navarre à l'écart, laissant ainsi place aux 2 reines, Jeanne d'Évreux et Blanche de Navarre. Jeanne, l'épouse du coupable, en réalité n'est pas là. Les 2 reines restèrent debout et firent seulement une grande révérence, rien de plus. Puis Patrouillard de Trie, chambellan de la reine Jeanne, demanda le pardon au roi à genoux. Certainement pas les 2 reines bien trop fières et importantes. Ensuite, on fit revenir Charles de Navarre qui se tenait entre les 2 reines en silence, et le cardinal de Boulogne prononça au nom du roi les paroles de pardon, mais une condition est mise, que le roi de Navarre et ses frères et ses alliés soient pour toujours, je cite, « loyaux et féaux au roi, bons et vrais sujets et obéissants au roi et à la couronne de France. » Mon œil, voilà qui laisse tout de même une impression bien étrange de spectacle, de pantalonnade. Vous tombez de haut, je présume, moi aussi. Eh bien, accrochez-vous, car vous n'avez encore rien vu. Car cette cérémonie conclut ce que l'on appelle le traité de Mantes, signé le 22 février 1354, et la lecture de ce traité renverse même carrément le rapport de force en défaveur du roi. Jugez par vous-même les énormes concessions du roi Jean II, c'en est presque drôle. Le roi Jean fait la paix avec son gendre, ok, et il pardonne à tous les meurtriers du connétable sans exception. Amnistie générale. Les 2 possessions navarraises en Normandie, le comté d'Évreux et le comté de Mortain, sont considérablement agrandies. Charles reçoit à l'ouest d'Évreux le comté de Beaumont-le-Roger et la vicomté de Pont-Audemer. Au sud, les châtellenies de Conches et de Breteuil. Et il étend son pouvoir sur tout le Cotentin, avec Valognes, Carentan, Coutances, Avranches. L'avantage territorial est considérable. Et les terres normandes du roi de Navarre touchent enfin la mer. Pratique pour s'allier à l'Angleterre. En outre, malgré des pertes au nord de Paris, comme Asnières-sur-Oise, Pontoise et Beaumont, l'ensemble des terres du roi de Navarre à l'ouest de Paris, Mantes et Meulan, devient un espace politique cohérent, qui de plus isole la Bretagne des domaines royaux en Île-de-France. Rien que ça. Charles de Navarre se trouve à la tête d'une véritable principauté territoriale. Il ne lui manque plus que le titre de duc de Normandie qu'il n'a pas obtenu, mais il tiendra 2 fois par an le Parlement de Normandie dont les décisions sont souveraines. Une sorte d'État dans l'État. Ce traité n'est pas pour grandir l'image du roi Jean II. On lui tue son connétable et il offre la moitié de la Normandie. Par quels enchaînements d'événements, et surtout de maladresse, a-t-on pu en arriver là 4 ans seulement après le sacre du roi Jean ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce nouvel épisode de Charles V de France.
Avant toute chose, il serait bon de vous présenter un peu cette puissante et turbulente famille d'Évreux-Navarre dont Charles de Navarre est le chef. Pour cela, nous voici devant la collégiale de Mantes-la-Jolie, autrefois Mantes, vieille possession de la couronne de France. Mantes fut donnée en 1316 par le roi Philippe V à son oncle Louis d'Évreux, ainsi que d'autres lieux des Yvelines comme Bréval et Montchauvet. Charles de Navarre hérita donc de Mantes dès 1343 à la mort de son père. Cette ville et son château, situés à environ 50 km de Paris, lui servaient souvent de résidence lors de la gestion de ses affaires françaises. Charles de Navarre fit une donation en date du 3 mars 1352 à la collégiale de Mantes en exécution du testament de sa mère afin d'aménager la chapelle que voici derrière moi, la chapelle de Navarre ou du Rosaire, qui est sans doute la plus célèbre de la collégiale de Mantes. Initialement créée en 1313 par Marie de Brabant, la seconde épouse de Philippe III, en 2 chapelles distinctes, finalement, c'est une chapelle double qui verra le jour entre 1352 et 1364 par la volonté de Charles de Navarre. La chapelle de Navarre détient surtout 2 magnifiques vitraux très pédagogiques, le premier à gauche illustrant Saint-Louis, Philippe-Auguste et leurs épouses, et surtout à droite, un deuxième vitrail plus vaste et très pédagogique qui illustre 6 des personnages les plus importants de la puissante famille de Navarre. Suivons ce vitrail pour vous aider à comprendre un peu mieux cette famille. À l'origine, il y a le mariage de Philippe le Bel, roi de France, avec Jeanne Ier de Navarre. La fusion donc des 2 royaumes pourtant éloignés, puisque leur fils aîné et successeur Louis X le Hutin devint donc le premier roi de France et de Navarre. Puis vint Jeanne de France, fille aînée de Louis X, exclue de la succession à la couronne de France et de Navarre en 1316, car soupçonnée de bâtardise. Je ne reviendrai pas sur le cœur même des fameux rois maudits de Maurice Druon. Elle fut en plus même dépouillée du comté de Champagne qui lui venait de sa mère adultérine et morte en prison, Marguerite de Bourgogne. Donc à ce stade, l'ancêtre de notre famille de Navarre a tout perdu. Il ne lui reste plus rien. Il s'agit du personnage illustré sur la première lancette à gauche du vitrail. Mais Philippe de Valois, nouveau roi de France, restitua la Navarre à Jeanne en 1328 et lui promit des compensations en terre dans le comté de Mortain, de Longueville et surtout celui d'Angoulême, en échange de sa renonciation à la couronne de France et aussi à la Champagne, ce qui est tout de même une belle compensation. Puis Jeanne, devenue fort beau parti, épousa Philippe d'Évreux, fils de Louis d'Évreux et de Marguerite d'Artois, petit-fils du roi de France Philippe III le Hardi. Il s'agit du personnage illustré sur la 2e lancette, aux côtés de son épouse. Leur fils aîné, qui est donc Charles de Navarre, peut dire à juste titre qu'il est des fleurs de lys de tous côtés. Il s'agit du personnage illustré sur la 5e lancette en partant de la gauche du vitrail. À la mort de son mari Philippe d'Évreux en 1343, Jeanne a échangé de gré ou de force le comté d'Angoulême, c'est très important, contre des domaines dans le Vexin comme Pontoise, Beaumont-sur-Oise et Asnières-sur-Oise. Charles de Navarre, qui succède à sa mère en 1350, a 2 frères, dont le fameux Philippe, comte de Longueville, dont nous allons reparler. Il a aussi 5 sœurs, parmi elles Blanche, qui fut la seconde femme de Philippe VI, qui n'a été reine que 6 mois. Tout le monde l'appellera toute sa vie la Reine Blanche. Elle a alors 22 ans à présent, et depuis 4 ans déjà, elle se demande à quoi lui sert d'être la plus belle femme du royaume. Le roi Jean, à qui elle était d'ailleurs promise, sera toujours très troublé en sa présence. Il s'agit du personnage illustré sur la 6e lancette du vitrail et celui du tableau. Les enfants de Navarre ne sont pas seuls, il leur reste leur tante maternelle, Jeanne d'Évreux, sœur de Philippe d'Évreux et veuve du dernier capétien Charles IV le Bel. Et oui, elle vit toujours. Elle a à peine passé la 50aine et il y a déjà 28 ans qu'elle est veuve, mais elle conserve énormément d'influence au royaume. C'est qu'elle est la dernière reine de la première lignée capétienne. Comme dit Maurice Druon, la dynastie a pris fin dans son sein quand elle dit « Monseigneur d'Évreux, mon père, mon oncle Philippe le Bel, mon beau-frère Philippe le Long, chacun se tait ». Elle est la survivante d'une monarchie indiscutée. Tout le monde l'appelle la Reine Jeanne, c'est celle du tableau, célèbre par sa piété et la protection qu'elle donna aux arts et aux lettres. Le collège de Navarre à Paris est alors très réputé. Il s'agit du personnage illustré sur la 4e lancette du vitrail de la collégiale. La 3e et seule lancette non encore expliquée illustre Jeanne de France, l'épouse de Charles le Mauvais, mais nous y reviendrons ultérieurement. En se promenant un petit peu dans Mantes et en courant très vite comme Laurent Deutsch, on peut trouver quelques vestiges comme celui de l'emplacement de la base du château de Mantes, vu depuis les quais de Seine.
Et enfin, et surtout, les restes d'une échauguette qui date justement de l'époque de Charles V, qui fit restaurer le château à partir de 1364 lorsqu'il récupérera Mantes au Navarre. Bravo Charles! Quittons maintenant Mantes, et pour ne pas faire de jaloux, il convient aussi de vous présenter l'autre grand personnage de cet épisode, la victime, Charles de la Cerda, dit Charles d'Espagne. Comme les enfants de Navarre, Charles d'Espagne descend de Saint-Louis. Il a, comme eux, des attaches ibériques et sa famille a, elle aussi, été frustrée d'une couronne. En effet, sa grand-mère est Blanche, fille de Saint-Louis, qui a épousé un infant de Castille, Don Fernando de la Cerda, fils aîné du roi de Castille, Alphonse X. Donc elle était promise au titre de reine de Castille, un des royaumes espagnols les plus puissants d'alors. Mais l'infant est mort avant son père, si bien que son fils aîné Alphonse de la Cerda a été écarté du trône par un oncle ambitieux, Sanche le Brave. Blanche et les enfants d'Espagne, comme on appelle ces princes en exil, ont trouvé bon accueil et protection à la couronne de France. Alphonse de la Cerda fut diplomate et lieutenant du roi Charles IV dans le Midi. Son premier fils, Louis de la Cerda, fut un temps amiral de France et faillit devenir roi des Canaries. Alphonse le père était mort dès 1327, laissant d'un second mariage un second fils, notre Charles d'Espagne. Mais à la différence des Navarres, les Cerda n'ont jamais recouvré leurs droits spoliés et Charles de la Cerda est riche seulement de la baronnie de Lunel, donnée par le roi à son père. Charles de la Cerda n'est rien sans la faveur royale et Jean II le prend très tôt à son service. Rien ne justifie donc à ce stade de quelconque tension, car le rang de Charles de la Cerda qui a tout perdu est bien trop modeste pour faire de l'ombre à Charles de Navarre. En tout cas, pour l'instant. Tout cela va changer brutalement avec l'affaire du connétable Raoul de Brienne. En 1350, Raoul de Brienne est ce que l'on appelle un gentilhomme cosmopolite avec des domaines dispersés partout dans le monde, en Poitou, en Irlande, en Angleterre, en Saintonge, en Bourgogne et surtout en Ponthieu et en Guînes. De plus, il est connétable de France comme l'avait été son père. Mais il est fait prisonnier par les Anglais en 1347. Édouard III traite comme il convient ce prisonnier de marque et Philippe VI n'a pas pour autant retiré sa confiance à Raoul de Brienne. Aucun problème donc. Mais en automne 1350, il est autorisé à rentrer en France afin qu'il puisse réunir la somme pour payer sa rançon. Mal lui en a pris. Comme souvent, le plus précis et le plus lucide est Gilles Le Muisy, moine bénédictin de l'abbaye de Tournai. Selon lui, des lettres du connétable ont été interceptées par des agents du roi. L'une était adressée à Édouard III, l'autre à son fils, le duc de Gloucester. Après les avoir lues, le roi Jean se mit hors de lui. On connaît son tempérament. Il fait jeter en prison le connétable. Raoul de Brienne avoue. Le cas est délibéré, le roi en larmes refuse la grâce et prononce son jugement. « Vous aurez le corps et moi la tête !» Raoul de Brienne est donc décapité le 19 novembre 1350 devant l'hôtel de Nesle. Alors en quoi consistait cette trahison ? Pour Raymond Cazel, historien et spécialiste du XIVe siècle, Raoul de Brienne a dû s'engager à reconnaître Édouard III comme roi de France. Le roi Jean a donc voulu étouffer cette affaire de portée internationale. Révéler le secret du connétable, c'était laisser soulever le problème des droits d'Édouard III à la couronne de France. Le pauvre Charles de la Cerda n'a rien à voir là-dedans, mais est nommé connétable en lieu et place de Raoul de Brienne. Mais ça n'est pas tout. Le roi Jean lui donne le comté d'Angoulême, un cadeau empoisonné puisque le comté d'Angoulême, on l'a vu, a appartenu un temps à Jeanne de Navarre, la grand-mère de Charles de Navarre. Clairement, ces deux faveurs ne lui valent pas que des amis, notamment chez les Navarres. La tension entre les deux clans d'Espagne et de Navarre fait donc un bond spectaculaire. Mais cela ne va pas s'apaiser, à cause notamment de jalousie militaire. Aussitôt la nouvelle de la mort de Philippe VI connue, la trêve qui suspendait les combats depuis 1347 conclue entre Édouard III et Philippe VI en personne était caduque. Donc Édouard III se mit en mer, en personne, avec l'intention de débarquer à Calais et de prendre la route de Reims pour y être sacré. Mais les navires anglais rencontrent au large de Winchelsea une flotte de nefs espagnols, bateaux marchands mais armés, commandés par Charles de la Cerda. Le combat de Winchelsea le 29 août 1350, soit 7 jours après la mort de Philippe VI, est incertain. Froissart parle de 14 navires castillans capturés. Les Anglais semblent l'avoir emporté sur les Espagnols, malgré de lourdes pertes. Mais l'opinion est générale que cette bataille empêchera Édouard III de s'opposer au sacre du roi Jean. Cette défaite n'aura aucune conséquence, mais surtout, le trône de Jean II est sauvé. Mais ça n'est pas tout. Charles d'Espagne a fait aussi une brillante campagne en Poitou, couronnée par la prise de Saint-Jean d'Angély. Après un long siège de mars à août 1351, le roi Jean vient en personne recevoir la reddition de la ville à la fin du mois d'août. Après ce succès, une nouvelle trêve est signée le 11 août. La première année du règne du roi Jean s'achevait ainsi par une victoire dans laquelle Charles de la Cerda avait joué un rôle important.
Il n'est pas impossible que Charles de Navarre ait pris ombrage du succès et de la faveur du nouveau connétable, d'autant plus que de son côté, Charles de Navarre n'a pas les mêmes succès. Le roi Jean II a bien tenté de donner à Charles de Navarre une place dans le royaume. Durant l'été 1351, il est nommé lieutenant du roi en Languedoc. Il s'en va donc à Toulouse et reste de juillet à novembre dans le Midi. Mais sa campagne militaire n'est pas brillante car il échoue à reprendre la place de Montréal, près d'Agen, assiégée en 1351. Comme vous le devinez, un motif de tension supplémentaire entre les deux camps. Le roi Jean II n'est pas aveugle et se rend compte de la montée de ces tensions. Alors quoi de mieux qu'un beau mariage pour resserrer la parenté et retisser les liens de fidélité ? Le 12 février 1352, Charles de Navarre épousait donc Jeanne de France, l'aînée et la préférée, dit-on, des filles du roi Jean II. La cérémonie eut lieu ici même, dans ce magnifique château du Vivier-en-Brie, à Fontenay-Trésigny, en Seine-et-Marne, où nous avons le privilège d'être accueillis aujourd'hui. Alors pourquoi un mariage hors de Paris ? Comme toujours, il y a une raison. Le château du Vivier-en-Brie était la maison de famille des Valois. Au Vivier, les Valois étaient chez eux. En effet, dès 1293, Pierre de Chambly, chambellan de Philippe le Bel, intègre le château au domaine royal. La construction de la demeure princière a probablement été lancée par Charles de Valois vers 1295, date de naissance de la fière tour des gardes qui s'élève derrière moi et que je vous conseille de visiter. Philippe VI y avait fondé une chapelle dédiée à Saint-Louis et l'avait cédée à son fils aîné Jean, qui à son tour, devenu roi, a cédé le château du Vivier à son fils aîné, le dauphin, notre futur Charles V. Un mois avant les noces, une bulle du nouveau pape Innocent VI érigeait la chapelle du Vivier en collégiale et autorisait le dauphin à y établir un chapitre de chanoines. De plus, une nouvelle église fut mise en chantier. Comme vous pouvez le voir derrière moi, avec son plan à 2 étages et ses hautes verrières, reproduisait exactement le modèle de la Sainte-Chapelle de Paris. Ce fut rien de moins que la 2e Sainte-Chapelle de France, avant même celle de Vincennes, et la première d'une série de Sainte-Chapelles que Charles V et ses frères firent bâtir dans chacun de leurs palais, à Vincennes, à Bourges, à Riom, à Dijon, pour diffuser le culte du Saint-Roi dont il descendait tout autant que le roi de Navarre. Un peu plus tard, en 1368, le roi Charles V dépose dans la collégiale un fragment de la vraie croix, parachevant ainsi cette Sainte-Chapelle. C'est probablement à cette époque-là qu'est construite la tour-porte du château, dite tour du gouverneur, qui inspirera les tours du château de Vincennes, et que vous pouvez admirer derrière moi. Charles de Navarre n'avait pas trop à se plaindre. Le jour du mariage, son beau-père et ancien tuteur l'avaient émancipé et avait donné à sa fille aînée une dot considérable de 100 000 écus d'or. Quoi qu'il fût dit par le clan de Navarre, la dot fut payée. L'enjeu en valait la chandelle, car on pouvait espérer que Nanty, doté et qui plus est devenu le fils du roi, Charles de Navarre ne reprendrait pas une attitude âprement revendicatrice de sa mère, la reine Jeanne. Hélas, les espoirs levés par ce mariage vont tourner court, contrariés par 2 autres mariages princiers, embourbés dans la guerre de succession de Bretagne. C'est ce que nous allons voir. Abordons très succinctement, rassurez-vous, cette complexe guerre de succession de Bretagne qui s'éternise depuis déjà 1341. 2 prétendants s'affrontent, mais l'un comme l'autre sont aux mains d'Édouard III d'Angleterre. D'un côté Charles de Blois, époux de Jeanne de Penthièvre, et surtout l'allié de la France. Il est prisonnier de guerre, et le roi d'Angleterre compte bien lui vendre très chèrement sa liberté. De l'autre, les Montfort, amis des Anglais, mais ne sont guère en meilleure posture. Leur héritier, le futur duc de Bretagne, Jean IV Montfort, est un enfant de 12 ans placé sous la tutelle du roi anglais. Le roi de France Jean II n'abandonne pas son prétendant à la couronne ducale de Bretagne. Il lui donne pour gendre le meilleur de ses chevaliers, le plus sûr de ses amis, Charles d'Espagne, connétable de France. Et oui, encore lui, c'est ce qu'ont dû se dire les Navarres. Vers mars 1352, Charles d'Espagne épouse donc Marguerite de Blois, fille aînée de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre, héritière du duché de Bretagne. Le jeune connétable se trouve ainsi pris dans la tourmente de la succession bretonne. Mais peu après, le parti de Montfort se trouve renforcé par un second mariage. La cousine germaine du petit duc Jean, Yolande, veuve du comte de Bar, épouse, vous l'aurez deviné, un Navarre, sinon ce n'est pas drôle, et en l'occurrence le fougueux Philippe de Navarre, frère cadet du roi de Navarre. À la cour de France, le fossé se creuse encore davantage entre les enfants de Navarre et le connétable. Il ne manque plus qu'une étincelle pour que ne survienne le drame. Et cette étincelle, la voici, l'hostilité entre les enfants de Navarre et le connétable éclate au grand jour. Le décor est la chambre du roi. Il semble bien que la provocation soit venue des enfants de Navarre. Les premières répliques sont des phrases violentes que n'arrête pas la présence du roi. Je cite le chroniqueur : « Il y eut grosse parole dite en la présence du roi Jean. »
Alors vient l'injure fatale, je cite. Charles d'Espagne démentit monseigneur Philippe de Navarre, c'est-à-dire qu'il le traite de menteur. L'offensé dégaine et veut frapper l'offenseur, je cite. Et quand le dit messire Philippe s'entendit démentir, alors il tira son couteau et en voulut férir Charles d'Espagne. Mais l'intervention du roi Jean brise le règlement de cette affaire d'honneur. Et comme le roi Jean vit cela, il vint à monseigneur Philippe et le retint et lui dit « Comment, mon cousin, vous faut-il tirer les armes en ma chambre ?» Alors le connétable quitte la scène, sous les menaces de Philippe, je cite. Personne n'a traité de menteur un fils de roi sans le payer cher, et qu'il se garde bien des enfants de Navarre. Froissart, comme toujours bien renseigné, raconte l'inquiétude du connétable devant les menaces à peine couvertes des enfants de Navarre. Il s'en était plaint au roi qui l'avait rassuré en lui disant « Charles, n'ayez pas peur de mon fils de Navarre, il ne vous oserait courroucer, car s'il le faisait, il n'aurait plus grand ennemi que moi. » Le moins que l'on puisse dire, c'est que le roi n'a pas pris la pleine mesure de la gravité de la situation. La bombe à retardement est enclenchée et les dommages seront colossaux. Et l'irrémédiable va se dérouler dans une petite ville du comté d'Alençon en Normandie, l'Aigle. C'est ici même, à l'Aigle, aux alentours du faubourg Saint-Barthélemy, derrière moi, que s'est tranquillement arrêté pour la nuit Charles de Lacerda en ce soir du 7 janvier 1354. Il s'en revenait d'une entrevue avec le maréchal d'Audrehem aux marches de Bretagne et s'en allait à Verneuil chez sa cousine Marie d'Espagne, comtesse d'Alençon. Le connétable se croit en sécurité car il est de plus dans une seigneurie de sa femme Marguerite de Blois. Il est descendu dans une hostellerie à l'enseigne de la Truie qui file, qui hélas n'existe plus dans le faubourg Saint-Barthélemy. S'agissait-il du chemin de la Batterie ou existait-il déjà une voie plus importante ? On ne le sait pas. Quand il apprend cette information, le roi de Navarre mande son fidèle Friquet de Frican, et le gros de la troupe navarraise part déjà en avant vers l'Aigle. À distance, Charles de Navarre les suit et s'arrête dans une grange à Frévent, aux abords de la ville, d'où il épie, anxieux. Frévent et Saint-Barthélemy sont deux quartiers qui se touchent à l'Aigle. Dans la chambre de Charles de Lacerda, il y a avec lui un de ses fidèles, Jean de Melun, et quelques chambellans. Charles de Lacerda dort mal, il a un pressentiment, et au petit matin, on frappe à la porte. L'auberge est encerclée. Caché sous son lit pendant qu'un de ses valets ouvre la porte, il est rapidement débusqué. Philippe de Navarre lui hurle dessus, je cite « Charles d'Espagne, tu as mal démenti Philippe, fils de roi !» À genoux, les mains jointes, Charles implore et propose un marché, payer sa rançon en pesant d'or, et il s'en ira pour toujours outre-mer. Le comte d'Harcourt, dont nous reparlerons au prochain épisode, prône la clémence, je cite « Sire, s'il vous donne de bons gages pour tout cela, ayez pitié de lui. » Mais Philippe d'Évreux flambe de colère et ne veut rien écouter. Alors arrive un chevalier envoyé pour finir en hâte. Cette instruction ambiguë est sans doute mal comprise. Alors le bâtard de Mareuil frappe le coup mortel. Son épée transperce le corps de Charles d'Espagne. Après lui, un chevalier navarrais et 4 hommes d'armes s'acharnent et lui firent 80 plaies. Le crime est accompli. Certains disent que Philippe de Navarre fut très mécontent de n'avoir pris vivant son ennemi. Le jour va se lever, Charles de Navarre sort de sa grange à Frévent. Comme il prend la route de l'Aigle, il voit arriver le bâtard de Mareuil criant « C'est fait, c'est fait !» Friquet en fut si courroucé qu'il en jetait le sang par la bouche et par les narines. Charles de Navarre, lui, se mit à pleurer. Il aurait sans doute préféré la capture du connétable, mais maintenant il est trop tard. Mais très vite, il se ressaisit. Il rassembla ses gens, qui sans doute le coup fait n'en menait pas bien large, et leur dit qu'il prendra tout sur lui, et que jamais il n'aurait le pardon du roi sans que tous ses compagnons y soient compris. Un vrai chef. La nouvelle parvint rapidement au roi Jean. 7 fois encore, après Raoul de Brienne, le roi Jean montra à nouveau maladroitement qu'il était incapable d'imposer retenue à ses passions. L'Italien Villani ajoute que pendant plus de 4 jours, on ne put adresser la parole au roi, et il parle de douleurs démesurées. De même que l'amitié du roi pour son connétable lui semble un amour désordonné. Le roi Jean, dit le chroniqueur des 4 premiers Valois, jura moult grands serments qu'il n'aurait jamais joie en son cœur tant qu'il ne serait vengé. Mais la vengeance convient-elle à un roi ? Maurice Druon évoque avec malice cette anecdote. Il n'avait pas montré le quart de chagrin lorsqu'était morte la mère de ses enfants, Madame de Luxembourg. Ce que le dauphin Charles ne manqua point de relever, ce fut même la première fois où on le vit marquer du mépris pour son père,
allant jusqu'à lui dire qu'il n'était pas décent de s'abandonner ainsi. Mais le roi n'entendait rien. Le sentimentalisme d'un côté et la stratégie politique de l'autre, car Charles de Navarre, lui, va transcender la mort de Charles d'Espagne et lui donner sa vraie signification. Ce n'est pas une vengeance privée, une insulte lavée dans le sang, non, c'est le meurtre du connétable de France, habilement et hautement avoué par le roi de Navarre. C'est un attentat politique qui prend aussitôt une dimension internationale, car bien conseillé par sa tante, la reine Jeanne d'Évreux notamment, il écrit au Grand Conseil du Roi, aux bonnes villes de France, à l'Université de Paris. Il écrit au pape, il écrit au roi d'Aragon, son beau-frère, pour revendiquer et justifier ce meurtre. Il se prépare à tout, à la paix comme à la guerre. Il fait garnir ses beaux châteaux normands de solides garnisons de gendarmes, il se procure de l'argent en empruntant notamment à Bruges, mais le plus grave, c'est que la chancellerie navarraise, dès le 10 janvier, inonde l'Angleterre de lettres au roi Édouard III, à la reine Philippa, au prince noir, au duc de Lancastre. Il leur offre une entente entre les capitaines anglais de Bretagne et les capitaines navarrais du Cotentin. Rien que ça, la trahison après le crime. Nous sommes de nos jours choqués, mais au contraire, les contemporains du roi Jean le pressent d'user de la grâce royale, comme le roi d'Aragon, l'université de Paris ou encore le pape d'Avignon. Alors il est très facile de blâmer Jean II, mais que pouvait-il faire finalement? Tuer son gendre? Le faire juger par la cour des pairs? Impensable. Envahir le comté d'Évreux et saisir les châteaux normands avec une frontière ouverte aux Anglais? Impensable. Vous comprenez maintenant pourquoi Jean II n'avait pas vraiment d'autre choix que d'accepter ce honteux traité de Mantes, si humiliant pour lui, mais dont il gardera tout de même une rancune tenace qui ressurgira au prochain épisode. En seulement 4 ans de règne, le pauvre roi Jean II est donc plus que jamais sous pression du roi d'Angleterre, même si celui-ci a été quelque peu refroidi par le dénouement rapide du traité de Mantes. Et aussi sous pression par un ennemi intérieur renforcé par de nombreuses maladresses politiques dont l'antimodèle marquera de façon indélébile le dauphin Charles, futur Charles V, pour son règne à venir. Dans le prochain épisode, nous verrons l'accélération de la pression anglaise sur le roi Jean II jusqu'à l'effondrement du royaume avec la défaite de Poitiers-Maupertuis en 1356. Puis nous assisterons aux premières rébellions du fougueux adolescent, le dauphin Charles, contre son père le roi, car avant d'être le roi sage, Charles V était un adolescent rebelle et fugueur. Et nous relaterons surtout le révoltant coup de force du château de Rouen. De bien belles pages d'histoire en perspective pour le prochain épisode, saison 1, épisode 4, intitulé « Charles, l'adolescent rebelle ». Si vous aimez la série, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et laissez-nous un j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous aider sur Tipeee ou Utip. Et à bientôt, merci.